Mon beau-père a regardé ma fille dans les yeux et lui a dit qu'il n'y avait pas de place pour elle au repas de Noël. Ma fille avait 6 ans. Elle a levé les yeux vers moi. Je n'ai rien dit. J'ai souri. 3 semaines plus tard, toute la famille a vu les photos. Et ce n'étaient pas les photos du repas de Noël. Je m'appelle Nadia. Nadia Moreau. J'ai 36 ans. Je suis analyste senior dans un cabinet de conseil financier à Montréal. Ce que ma belle famille a toujours cru, c'est que je survivais à peine, que je comptais mes fins de mois, que j'avais besoin d'eux. Ce qu'ils n'ont jamais su, c'est que je gagnais 162 000 $ canadiens par an depuis 2 ans, et que je n'avais aucune intention de leur dire. Pendant des années, j'ai cru qu'en me taisant, en faisant profil bas, en ne provoquant jamais, les choses finiraient par s'arranger. Puis ma fille a levé les yeux vers moi dans ce couloir, et quelque chose, en moi, s'est fermé définitivement. Pas avec bruit, avec précision. Je dois vous raconter cette histoire depuis le début pour que vous compreniez exactement pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, et pourquoi je ne regrette rien. J'ai rencontré Julien il y a 11 ans. On avait tous les deux 25 ans. On s'est mariés 2 ans plus tard. Ses parents, Bernard et Micheline Langlois, habitaient à 40 minutes de chez nous, dans une grande maison en banlieue de Québec. Dès le début, j'ai senti quelque chose. Pas de la méchanceté franche, non. Quelque chose de plus subtil. Un regard qui glisse. Une remarque dans une parenthèse. Un silence là où il n'aurait pas dû y en avoir. Julien a une sœur. Isabelle. 2 ans de plus que lui. Mariée à Thomas, 2 enfants, une maison payée en partie par Bernard et Micheline. Quand je dis en partie, je veux dire 60 000 $ versés directement à l'achat. Julien et moi, on a appris ce chiffre par accident, 3 ans après notre mariage, en entendant une conversation que Bernard n'avait pas voulu nous laisser entendre. On n'a rien reçu. Pas de prêt, pas d'aide à l'apport. Quand on a acheté notre appartement, Bernard a dit que c'était bien, que c'était un bon quartier, et que les travaux allaient coûter cher. C'était tout. Julien ne le voyait pas, ou il ne voulait pas le voir. Il disait que ses parents faisaient ce qu'ils pouvaient, que sa sœur avait eu des besoins différents à ce moment-là, que ça ne servait à rien de comparer. Je me suis tue. Des dizaines de fois. Des centaines peut-être. Puis notre fille Camille est née, et tout a basculé. Pas brutalement. Progressivement. Comme une lumière qui baisse si lentement qu'on ne voit pas le moment exact où la pièce devient sombre. Micheline gardait les enfants d'Isabelle chaque mercredi. Elle n'a jamais proposé de garder Camille, même une fois. Quand je lui en ai parlé, elle a dit qu'elle vieillissait, que c'était fatigant. Les enfants d'Isabelle avaient 5 et 7 ans. Camille avait 2 ans. Mais Camille était plus fatigante. Bernard organisait les vacances familiales chaque été, chalet dans les Laurentides pendant 10 jours. Isabelle, Thomas, leurs enfants. Julien, moi, Camille. La première année, on était inclus. La deuxième aussi. La troisième, Bernard a appelé Julien un soir et lui a expliqué que le chalet qu'il avait réservé était plus petit cette année, que ça allait être serré, qu'il valait mieux qu'on organise quelque chose de notre côté. Julien a raccroché et m'a dit que son père était désolé. Je n'ai rien dit. J'ai compris. Les enfants d'Isabelle avaient leur propre chambre quand ils dormaient chez Bernard et Micheline. Camille dormait sur un matelas gonflable dans le bureau. Je l'avais vu une fois en passant devant la porte entr'ouverte. Un matelas gonflable avec un drap à fleurs. Camille avait 3 ans et elle dormait sur un matelas gonflable, dans un bureau pendant que ses cousins avaient des lits avec des têtes de lit en bois et des coussins, assortis. Je n'ai rien dit ce soir-là non plus. Mais quelque chose a commencé à changer en moi. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid. Une résolution. La décision silencieuse que mes enfants ne grandiraient pas en apprenant à se sentir moins que les autres dans leur propre famille. Même si leur père ne voyait pas le problème. Même si personne d'autre ne bougeait, restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que la suite ne ressemble à rien de ce que vous imaginez. Il faut que je vous parle de ce que ma belle famille ne savait pas sur moi. Parce que c'est au cœur de tout ce qui s'est passé ensuite. Quand j'ai épousé Julien, j'étais chargée de clientèle dans une banque. Salaire convenable. Rien d'exceptionnel. Bernard faisait des remarques sur mon poste de temps en temps. Des remarques habillées en compliments. Du style « C'est bien ce que tu fais, c'est stable, c'est rassurant pour les enfants. » Comme si j'avais besoin de sa validation. Comme si la stabilité était le maximum auquel je pouvais prétendre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant les 2 premières années de mon mariage, j'avais suivi une formation du soir en analyse financière, que j'avais passé 4 certifications en 18 mois, que j'avais postulé en silence à des postes que personne dans ma belle famille n'aurait imaginé me voir occuper. Et que quand Camille avait 18 mois, j'avais décroché un poste d'analyste junior dans un cabinet qui travaillait avec des fonds d'investissement institutionnels. J'ai progressé vite. Pas parce que j'avais eu de la chance. Parce que je travaillais. Parce que je restais tard quand Camille dormait. Parce que je lisais des rapports le week-end pendant que Julien regardait le sport. Parce que je ne me suis jamais permis de plafonner.
À 33 ans, j'étais analyste senior. À 34 ans, on m'a proposé une prime annuelle qui représentait à elle seule ce que je gagnais 2 ans plus tôt en 12 mois. Je n'en ai parlé à personne dans la famille de Julien. Pas par stratégie, par principe. Ce que je gagne, c'est ce que j'ai construit. Ce n'était pas leur affaire, Julien savait. Mais Julien avait appris à ne pas en parler à ses parents. Parce que ça créait des tensions. Parce que Bernard posait des questions. Parce que Micheline commençait à comparer. On s'était mis d'accord là-dessus sans jamais vraiment en discuter. Le silence financier comme règle du couple, par défaut. Puis Julien est parti. Pas brutalement non plus. Progressivement là aussi. En mai, quand Camille avait 5 ans et 3 mois, Julien m'a dit qu'il n'était plus heureux. Qu'il avait besoin d'espace. Qu'il s'était perdu. Je lui ai demandé si c'était quelqu'un d'autre. Il a dit non. 3 mois plus tard, je l'apprenais autrement. Le divorce a été prononcé 14 mois après cette conversation de mai. Camille avait 6 ans et demi. Je gardais la garde principale. Julien avait les week-ends et la moitié des vacances scolaires. On avait vendu l'appartement. J'avais acheté un appartement à mon nom. Seul, avec mon apport personnel, dans un quartier calme avec une école correcte à 7 minutes à pied. Bernard et Micheline avaient pris le parti de leur fils. Pas ouvertement. Subtilement. Les invitations qui continuèrent d'arriver pour Isabelle et Thomas pour les événements familiaux. Les nouvelles qui circulaient via Julien sur ce que la famille faisait, où la famille allait. Et Camille et moi dans notre appartement, regardant passer des étés et des Noëls dont on n'était pas vraiment. Je m'y étais faite. Ou plutôt, j'avais décidé de ne pas attendre. On voyageait, Camille et moi. On avait nos habitudes, nos rituels, nos endroits. Elle connaissait tous les musées de Montréal par cœur. On avait fait Lisbonne l'été de ses 5 ans. On avait fait Vancouver à ses 6 ans. Pas parce que je voulais montrer quelque chose. Parce que c'est ce qu'on aimait faire ensemble. Camille est une enfant qui observe tout. Elle pose des questions précises. Elle se souvient des détails que les adultes oublient. Ce n'est pas qu'elle soit précoce dans le sens où les parents l'utilisent pour se flatter. C'est qu'elle est attentive. Vraiment attentive. Elle écoutait tout. Elle comprenait plus qu'elle ne laissait paraître. C'est Camille, justement, qui m'a demandé un soir de novembre pourquoi on n'allait jamais aux fêtes de Noël chez Papy Bernard. Elle avait dit ça en rangeant sa trousse après ses devoirs, sans me regarder, comme si la question n'était pas importante. J'avais pris quelques secondes avant de répondre. Je lui avais dit que les grandes personnes avaient parfois des organisations compliquées. Elle avait hoché la tête. Puis elle avait dit « C'est parce qu'ils n'ont pas assez de place pour nous ?» Je n'avais rien répondu. Mais Camille avait levé les yeux vers moi et j'avais vu qu'elle savait déjà. À 6 ans et demi, elle avait déjà compris. Et là, quelque chose en moi s'était fermé, définitivement, proprement, sans violence. Cette nuit-là, après que Camille s'est endormie, je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai ouvert mon ordinateur. Pas pour chercher à prouver quelque chose. Pas pour me venger. Pour planifier quelque chose qui appartenait à Camille et à moi depuis longtemps. Un vrai voyage de Noël. Un voyage à nous. Quelque chose que personne ne nous avait proposé et que nous n'avions pas besoin qu'on nous propose. J'ai cherché des vols. J'ai comparé des hôtels pendant 1 heure. J'ai trouvé ce que je cherchais. 1 semaine à Tenerife, dans les îles Canaries, du 22 décembre au 29. Un hôtel avec une piscine donnant sur l'Atlantique. Une suite junior avec vue sur l'océan. Le tout pour un prix qui représentait 3 jours de mon salaire. J'ai réservé sans hésiter. J'ai payé en 1 fois. J'en ai parlé à Camille le lendemain matin pendant le petit déjeuner. J'ai posé mon téléphone ouvert sur la table avec les photos de l'hôtel. Elle a regardé l'écran, puis elle m'a regardé, puis l'écran à nouveau. Elle a dit « On va vraiment là ?» J'ai dit oui. Elle a pris mon téléphone dans ses 2 mains comme si c'était quelque chose de fragile. Elle a regardé chaque photo en silence. Puis elle a dit « Il y a des dauphins dans cette mer ?» On a vérifié ensemble. Il y en avait. Le départ était le 22 décembre à 6 heures du matin. J'avais posé 1 semaine de congé que j'avais accumulé depuis le printemps. Mon équipe savait que j'étais joignable par mail pour les urgences uniquement. J'avais préparé les valises le 21 au soir. Camille avait voulu mettre ses lunettes de soleil dans son propre bagage à main. Elle avait 5 petites choses dans son sac à dos, ses lunettes, un livre, ses écouteurs, son carnet de dessin et un petit appareil photo que je lui avais offert pour ses 6 ans. On a décollé à l'heure. Camille a regardé par le hublot jusqu'à ce qu'on passe les nuages. Puis elle a mis ses écouteurs et elle a dessiné pendant 2 heures sans parler. Moi, je regardais la carte du vol sur l'écran. L'Atlantique sous nous. Et cette légèreté que je n'arrivais pas tout à fait à nommer mais qui ressemblait à de la liberté. On est arrivé à Santa Cruz un matin de ciel bleu parfait. Le taxi nous a emmenés à l'hôtel. Quand Camille a vu la piscine depuis le hall, elle a attrapé ma main. Elle n'a rien dit. Elle a juste serré fort. On a posé les valises, on a enfilé les maillots et on est descendu directement. Camille a couru vers l'eau comme si elle la connaissait depuis toujours. Les premiers jours étaient de fête de ça. L'eau, le soleil de décembre,
les petits déjeuners avec des fruits que Camille ne connaissait pas. Elle goûtait tout avec cette expression sérieuse qu'elle avait quand elle essayait de former une opinion honnête. La papaye, elle a dit que c'était intéressant. Le fruit du dragon, elle a dit que c'était parfait. Elle a décidé d'en manger un chaque matin jusqu'à la fin du séjour. Le soir, quand elle dormait, je travaillais. Mon équipe avait un projet à livrer en janvier, un audit important pour un client basé à Toronto. Je répondais aux mails, je relisais les rapports. Ce n'était pas un sacrifice. C'était l'accord que j'avais passé avec moi-même depuis que j'avais décidé de construire ma vie seule. Faire les deux. Ne pas choisir. Et le faire bien. Le 25 décembre, Camille a voulu qu'on aille regarder le coucher de soleil depuis la terrasse du restaurant panoramique de l'hôtel. On s'est habillé un peu mieux que d'habitude. Elle avait mis sa robe rouge qu'elle gardait pour les grandes occasions. On a commandé des jus de fruits et des tapas et on a regardé le soleil descendre sur l'Atlantique. Camille avait sorti son appareil photo. Elle a pris des dizaines de photos, certaines très floues, certaines d'une composition que je n'aurais pas imaginée. Ce soir-là, j'ai posté 2 photos sur mon compte. Je ne le fais pas souvent, mais c'était Noël et c'était beau, et Camille avait mis sa robe rouge. La première photo, Camille de dos face à l'océan, la lumière orangée du soir dans ses cheveux. La deuxième, nos 2 paires de pieds dans le sable, elle en sandales rouges, moi en sandales blanches, la mer en arrière-plan. 40 minutes après la publication, mon téléphone a commencé à vibrer. Des mentions, des réactions, des messages, des collègues, des amis, une cousine que je n'avais pas vue depuis 2 ans. Et puis, 55 minutes après, un message de Micheline. « C'est quoi cet endroit ?» J'ai répondu « Tenerife. Joyeux Noël. » 5 minutes plus tard, Bernard appelait. J'ai laissé sonner. Pas par stratégie. Je regardais Camille qui dormait dans le lit à côté du mien, la robe rouge soigneusement pliée sur la chaise. Je n'avais pas envie de prendre cet appel dans cette chambre, dans ce moment-là. Il a rappelé le lendemain matin. J'ai décroché. Sa voix était tendue. Pas encore en colère, mais sur le bord. Il a dit « Tu es à Tenerife ?» J'ai dit « Oui ». Il a dit « Avec Camille ?» J'ai dit « Oui ». Il y a eu un silence. Puis il a dit « Tu peux te permettre ça ?» J'ai attendu 2 secondes. J'ai dit « Oui ». Un autre silence. Puis « Ce n'est pas raisonnable comme dépense dans ta situation. » J'ai demandé « Quelle situation ?» Il n'a pas répondu. J'ai dit que Camille et moi étions bien, que le soleil était beau, que je lui souhaitais un bon réveillon. Et j'ai raccroché. Je suis restée avec le téléphone dans la main. J'attendais cette pression derrière les yeux qu'on ressent après ces conversations-là. Elle n'est pas venue. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit. Camille s'est réveillée 10 minutes plus tard. Elle a dit « On peut aller chercher des fruits du dragon au buffet ?» J'ai dit oui. On est allé chercher des fruits du dragon. Le retour était le 29 au matin. Camille a dormi pendant presque tout le vol. Moi, j'ai lu des rapports sur ma tablette. On est rentré à Montréal en milieu de journée. La neige avait recouvert la ville pendant notre absence. Camille a regardé par la fenêtre du taxi avec une expression que je ne lui connaissais pas. Une expression tranquille, presque adulte. En rentrant dans l'appartement, j'ai allumé le chauffage. Camille est allée directement dans sa chambre ranger ses affaires. Je suis restée un moment dans l'entrée à regarder l'appartement. 3 pièces, une cuisine ouverte, une fenêtre du salon qui donnait sur un jardin partagé. Pas grand, mais à moi. Chaque remboursement mensuel payé seul. Personne dans la famille de Julien ne savait ce que ça m'avait coûté d'acheter ça en solo, ni que j'avais l'apport disponible depuis 18 mois avant de signer, parce que j'économisais en silence comme toujours. Micheline m'a envoyé un message le soir du retour. « Ton beau-père aimerait qu'on se parle. Il est blessé par la façon dont les choses se sont passées. » J'ai lu le message 2 fois. J'ai attendu le lendemain pour répondre. J'ai dit que je rappellerais dans la semaine. Bernard a rappelé lui-même le jeudi suivant. Il n'a pas mis longtemps avant de venir au sujet. Il a dit que les photos avaient circulé dans la famille, que des gens avaient posé des questions, que sa sœur à lui avait appelé pour lui demander si c'était lui qui avait payé le voyage. Il a dit que ça le mettait dans une position inconfortable, que les gens pensaient qu'il avait les moyens de faire ça pour Camille alors qu'il ne les avait pas. Il a dit que j'aurais dû réfléchir avant de poster. J'ai pris quelques secondes. J'ai dit « Vous voulez dire que c'est un problème que les gens pensent que vous avez payé un voyage à votre petite fille pour Noël ?» Il a dit « Tu sais très bien ce que je veux dire. » J'ai dit « Je ne vois pas le problème que vous décrivez. J'ai payé avec mon argent. J'ai emmené ma fille en vacances. C'est une bonne chose. » Il a dit que ce n'était pas si simple. J'ai demandé « Qu'est-ce qui n'est pas simple ?» Il n'a pas répondu directement. Il a commencé à parler de l'organisation familiale, de la dynamique de groupe, de comment certaines choses peuvent être mal interprétées. J'ai écouté. J'ai attendu qu'il finisse. Puis j'ai dit « Bernard, est-ce que vous avez une question précise à me poser? » Long silence. Puis « Combien tu gagnes exactement? » C'était la première fois qu'il me posait cette question directement.
En 11 ans de vie commune avec son fils, de mariage, de divorce, de coparentalité, il ne l'avait jamais posée. Parce que je pense qu'il avait toujours cru connaître la réponse. J'ai dit, suffisamment pour que Camille ne manque de rien. Il a dit, ce n'est pas une réponse. J'ai dit, c'est la seule que vous aurez. Il a raccroché. Pas moi. Micheline a appelé 2 jours plus tard. Sa voix avait une tonalité différente de d'habitude. Quelque chose entre l'excuse préparée et la négociation. Elle a dit qu'elle comprenait que j'ai voulu partir en voyage avec Camille, qu'elle ne m'en voulait pas pour ça, mais que Bernard était blessé, que la famille avait remarqué, que certaines personnes avaient dit des choses. Elle a utilisé le mot harmonie 2 fois dans la même phrase. J'ai dit, Micheline, est-ce que vous avez conscience que Camille dort sur un matelas gonflable dans un bureau chez vous? Quand les enfants d'Isabelle ont leur propre chambre avec des vrais lits? Long silence. Elle a dit, ce n'est pas pareil. J'ai dit, c'est exactement pareil. Elle a dit, Nadia, tu exagères. J'ai dit, Camille a 6 ans. Elle remarque tout. Elle m'a posé des questions que je n'aurais pas dû avoir à répondre. Silence. Elle a dit, on pourrait se voir tous ensemble pour discuter. J'ai dit, je viendrai si vous me dites clairement ce que vous voulez discuter. Elle a dit qu'il y avait des choses à clarifier. J'ai dit d'accord. Le samedi à midi chez eux. Thomas a bougé sur son siège. Isabelle a regardé ses mains. Micheline a dit, Nadia. Bernard a dit, ce n'est pas le sujet. J'ai dit, c'est exactement le sujet. Camille n'a pas à grandir en se sentant moins que les autres dans sa propre famille. Pas parce que ses parents sont divorcés. Pas parce que sa mère n'a pas reçu 60 000 $ pour son appartement. Silence complet. Bernard a dit, comment tu sais ça? J'ai dit, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est que Camille est votre petite fille comme les enfants d'Isabelle. Avec les mêmes droits, les mêmes égards, Isabelle a dit, on ne fait pas exprès de la traiter différemment. Sa voix était défensive, mais il y avait autre chose dedans. Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. J'ai dit, je ne dis pas que vous le faites exprès. Je dis que ça se passe quand même. Et que maintenant que je l'ai dit, vous savez, Bernard a dit, combien tu gagnes? Encore cette question. J'ai pris mon café, il était tiède. J'ai dit, suffisamment pour emmener ma fille voir l'océan à Noël, et suffisamment pour ne dépendre de personne ici. Il m'a regardé longtemps. Pas avec de la colère, avec quelque chose que je ne lui avais jamais vu. Une forme de désorientation. Comme si la carte qu'il avait de moi depuis 11 ans venait de ne plus correspondre au territoire. Thomas a dit, dans une famille, il ne devrait pas y avoir de secret sur l'argent. Je l'ai regardé. J'ai dit, Thomas, vous gagnez combien? Il n'a pas répondu. J'ai dit, voilà, je me suis levée. J'ai remercié Micheline pour le café. J'ai dit que j'allais chercher Camille. Bernard s'est levé aussi. Il a dit, attends. J'ai attendu. Il a dit, ce n'est pas ce qu'on voulait. J'ai dit, je sais. Mais c'est ce qui s'est passé. Je suis sortie. J'ai fermé la porte doucement. Pas besoin de claquer. Dans la voiture, j'ai posé les mains sur le volant. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti de la fatigue. Le genre de fatigue qu'on ressent quand on passe des années à expliquer des choses évidentes à des personnes qui ne veulent pas voir. Et puis cette fatigue-là s'allège, lentement, quand on comprend qu'on n'a plus rien à prouver. J'ai démarré. Je suis allée chercher Camille chez Sandra. Elle était en train de construire quelque chose avec des Legos. Elle ne voulait pas partir avant de l'avoir fini. On est resté 20 minutes de plus. Ce soir-là, quand Camille dormait, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai laissé sonner, puis un message est arrivé. C'était Isabelle. Elle écrivait « Je peux te parler? Pas pour ce que tu penses. » Je lui ai répondu le lendemain matin. On s'est appelé pendant le trajet de Camille à l'école. Isabelle avait une voix différente de celle que je lui connaissais dans les réunions familiales. Moins assurée. Plus vraie. Elle a dit qu'elle avait besoin de me dire quelque chose et qu'elle avait besoin que ça reste entre nous. Elle a pris une longue inspiration. Puis elle a dit que Thomas avait perdu son emploi 2 mois plus tôt. Qu'elle l'avait appris elle-même seulement 1 mois après. Qu'il avait des dettes sur une carte de crédit qu'elle ne connaissait pas. Que le crédit de la maison n'était plus payé en entier depuis plusieurs mois. Que la banque avait déjà appelé. J'ai dit « Et tu n'as pas appelé tes parents ?» Elle a dit « Ils ont leurs propres difficultés. » Et puis elle s'est arrêtée. Elle a dit « J'ai appelé toi parce que tu es la seule personne de cette famille qui voit les choses telles qu'elles sont. » Je ne savais pas si c'était un compliment ou un reproche. Peut-être les deux. J'ai dit « Isabelle, c'est combien la dette sur la carte? » Elle a dit « 22 000 $. J'ai dit « Et le crédit avec les retards? » Elle a dit « Environ 14 000. » J'ai calculé sans effort. J'ai dit « Je ne vais pas te donner cet argent. » Silence. J'ai dit « Pas parce que je ne peux pas, mais parce que ça ne réglera rien.
Le vrai problème, c'est que Thomas te cache des choses. Et si tu payes ses dettes sans qu'il le sache, tu repousses le problème. Tu ne le règles pas, elle a respiré. Elle a dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, tu lui dis que tu sais tout. Que tu as parlé à la banque. Que tu connais les chiffres exacts. Il va mal le prendre, probablement. Mais le laisser continuer à te cacher des choses te coûtera bien plus que ces 36 000 $. Silence. Puis, tu vas en parler à Bernard et Micheline? J'ai dit non. Ce n'est pas mon histoire à raconter. Elle a dit merci. J'ai dit, ne me remercie pas. On a raccroché. Je suis restée dans la voiture garée devant l'école. J'ai pensé à la réunion de la semaine précédente. À Thomas qui avait dit que dans une famille, il ne devrait pas y avoir de secret. À Bernard qui m'avait demandé combien je gagnais. À Isabelle qui m'appelait parce qu'elle ne savait pas vers qui se tourner. Je n'ai pas ressenti de satisfaction là non plus. Ce n'était pas une revanche. C'était juste un fait. Chacun construit sa vie avec ce qu'il a. Certains avec l'aide de leurs parents. Certains sans. Ce qu'on fait de ce point de départ, c'est une autre question. Et pour la première fois, j'ai pensé que si Bernard et Micheline avaient fait autrement dès le début, si on avait été traités de la même façon, Julien et moi, que sa sœur et Thomas, peut-être que je n'aurais jamais appris à me construire seule. Peut-être que j'aurais attendu. Peut-être que j'aurais dépendu. Le favoritisme nous avait touchés tous autant. Mais pas de la même façon. Pas avec les mêmes effets. Je suis sortie de la voiture. J'avais des mails à traiter et un projet à livrer en janvier. Je suis rentrée travailler, Bernard a appelé un dimanche matin, 5 semaines plus tard. Il n'appelait jamais le dimanche. J'ai répondu parce que c'était inhabituel et que Camille était là. Il a dit « Nadia ». Puis il a marqué une pause, comme s'il cherchait ses mots, ce qui ne lui ressemblait pas. Il a dit « Est-ce que je peux passer te voir cette semaine ?» Il n'a pas dit qu'il fallait régler quelque chose. Il n'a pas dit que la famille avait besoin de parler. Il a demandé s'il pouvait venir. C'était une première. J'ai dit « Quand ?» Il a dit « Mercredi ?» En après-midi, quand Camille est à l'école. Le mercredi, il est arrivé à l'heure. J'ai ouvert la porte. Il est entré et il a regardé autour de lui comme quelqu'un qui découvre un endroit dont il avait une idée et qui réalise que l'idée était fausse. Il a regardé les photos sur le mur, les dessins de Camille, les livres empilés sur la commode. Il a dit « C'est bien ici ». J'ai dit merci. Je lui ai fait un café. On s'est assis à la table de la cuisine. Il a posé ses mains l'une sur l'autre et il y a eu un silence. Il a demandé comment allait Camille. J'ai dit qu'elle avait une présentation à l'école la semaine prochaine sur les animaux marins, qu'elle avait décidé de parler des pieuvres parce qu'elles étaient, selon elle, les plus intelligentes et les moins reconnues. Il a souri. Il a demandé s'il pouvait venir la voir à la présentation. Je lui ai dit qu'il n'avait jamais demandé à venir à quoi que ce soit. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit « C'était quand la dernière fois qu'il s'était passé quelque chose d'important pour elle à l'école ?» J'ai dit « La semaine dernière ». Elle avait reçu une mention pour un projet de science. Silence. Il a pris une gorgée de café. Puis il a dit qu'il était venu pour me dire quelque chose. Je lui ai dit que je l'écoutais. Il a respiré. Il a dit « Ce qu'on a fait avec Camille et avec toi depuis le début, ce n'était pas juste. » Je l'ai regardé. Il a dit « Je le savais. » Pas tout de suite. Mais je l'ai su et je n'ai pas changé les choses. Il a dit « Le matelas gonflable dans le bureau. Les vacances où on ne vous a pas incluse. La façon dont on parlait de toi à Julien. Je savais. J'ai dit « Oui. » Il a dit « Tu le savais déjà que tu étais venu à cette réunion. » J'ai dit « Oui. » Il a dit « Et tu n'as rien dit. » J'ai dit « Si j'avais dit, vous m'auriez répondu que ce n'était pas si simple. » Silence long. Il a dit « On a eu tort. Pour beaucoup de choses. Je ne sais pas si tout peut se réparer. Mais je voulais que tu le saches. J'ai dit « Je le sais. » Pause. Est-ce que je peux te pardonner? Il a dit « C'est la question que je voulais te poser. » J'ai pris le temps d'y réfléchir. Pas parce que je ne savais pas la réponse. Parce que je voulais être certaine de la vouloir vraiment. Puis j'ai dit « Oui. » Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Et ça ne change pas ce qui doit être différent maintenant. Il a dit « Qu'est-ce que tu veux dire? » J'ai dit « Camille ne va pas grandir en se sentant moins. S'il y a des événements familiaux, on est incluse. S'il n'y a pas d'argent pour quelque chose, on le dit clairement, sans excuses habillées. Et si vous voulez la connaître vraiment, il faut être là. Pas aux anniversaires uniquement. Là. Il a hoché la tête. Il a dit « D'accord. » J'ai dit « La présentation sur les pieuvres, c'est jeudi à 14h. » Il a dit « Je viendrai. » J'ai dit « Camille a besoin de pouvoir dire que son grand-père était là. On a fini le café. » Il s'est levé. Avant de partir, il s'est arrêté devant les photos de Tenerife que j'avais encadrées et accrochées dans l'entrée. Camille de dos face à l'océan. Nos 2 paires de pieds dans le sable. Il a dit « Elle est heureuse sur ces photos. » J'ai dit «
Elle était vraiment heureuse. Il a dit, « C'est une enfant remarquable. » J'ai dit, « C'est une enfant excellente, il est parti. » J'ai fermé la porte. Je suis restée dans l'entrée à regarder les photos. Camille face à l'Atlantique. Heureuse, vraiment heureuse. Ce soir-là, quand Camille est rentrée de l'école, je lui ai dit que son grand-père viendrait à sa présentation jeudi. Elle s'est arrêtée de déboucler son manteau. Elle a dit « Papy Bernard ?» J'ai dit « Oui ». Elle y a réfléchi pendant 3 secondes. Puis elle a dit « Il va savoir que les pieuvres ont 3 cœurs ?» J'ai dit « Je ne pense pas ». Elle a dit « Alors je vais lui expliquer ». Elle est allée dans sa chambre. Puis elle s'est arrêtée à la porte. Elle a dit « Maman ». J'ai dit « Oui ». Elle a dit « C'est bien qu'il vienne ». J'ai dit « Oui ». Elle a fermé la porte. Un an après Tenerife, j'étais dans ma cuisine à 7 heures du matin. Je préparais le petit déjeuner. La nouvelle maison sentait encore un peu la peinture fraîche. Je l'avais achetée en septembre, 3 mois plus tôt. Une maison en rangée, 4 chambres, un petit jardin, un abri pour les vélos, à 15 minutes à pied de l'école de Camille. J'avais l'apport disponible depuis 2 ans dans un compte que personne ne connaissait, comme toujours. Je n'en avais parlé à personne avant que ce soit signé. Camille avait visité chaque pièce en silence le jour où je lui avais annoncé. Puis elle était revenue vers moi et elle avait dit « La chambre avec la fenêtre qui donne sur le jardin, c'est la mienne. » C'était une affirmation, pas une question. J'avais dit oui. Elle était allée directement vérifier si la fenêtre s'ouvrait. Elle s'ouvrait. Ce matin de décembre, pendant que le café passait, j'avais regardé mon téléphone. Un message de Micheline, la veille au soir, que je n'avais pas encore ouvert. Elle écrivait « Est-ce que vous venez pour le réveillon du 31? Isabelle et Thomas seront là. Les enfants aussi. On serait tellement heureux que vous soyez là. » Je l'ai lu 2 fois. 1 an plus tôt, ce message n'aurait pas existé. L'invitation aurait été envoyée à Isabelle et Thomas, pas à moi, ou j'aurais appris après que ça avait eu lieu. Ou pas du tout. J'ai répondu « Oui. » On sera là vers 19 heures. Camille est descendue à 8 heures, les cheveux encore décoiffés du sommeil. Elle s'est assise à la table, a mis ses 2 coudes dessus et a dit « Combien de jours avant le réveillon? » J'ai dit 3. Elle a dit « Cette année, on ne va pas à Tenerife? » J'ai dit « Cette année, on va chez Papy Bernard et Mamie Micheline avec les cousins. » Elle a hoché la tête. Elle a dit « C'est bien aussi. » Puis elle a demandé s'il y aurait des fruits du dragon. J'ai dit qu'on en apporterait nous-mêmes si elle voulait. On a passé la matinée à préparer des choses à amener. Camille voulait participer. Elle a cassé 2 œufs correctement et 1 de travers. Elle a dit que celui de travers ne comptait pas. J'ai dit qu'il comptait, c'était juste différent. Le 31 au soir, on est arrivé à 19 heures. Micheline avait regardé par la fenêtre et a ouvert la porte avant même qu'on sonne. Elle a pris Camille dans ses bras. Camille s'est laissée faire avec cette expression tolérante qu'elle avait quand elle acceptait l'affection des adultes. Puis Micheline m'a pris dans ses bras aussi. C'était différent d'avant. Quelque chose dans la façon de tenir qui avait changé. Isabelle et Thomas étaient déjà là. Isabelle m'a regardée. Je l'ai regardée. On s'est dit bonsoir, simplement. Thomas m'a serré la main. Les enfants sont partis jouer dans le jardin en moins de 2 minutes. Camille aussi, après avoir vérifié que j'avais bien le plat de fruits dans les mains. Bernard était dans le salon. Quand je suis entrée, il s'est levé. Il m'a serré la main, puis il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il m'a pris dans ses bras maladroitement, comme quelqu'un qui apprend un geste nouveau. Il a demandé comment était la maison. J'ai dit que Camille avait déjà pris possession du jardin et qu'elle avait un projet pour le printemps. Il a dit « Quel projet? » J'ai dit « Elle veut faire pousser des fruits du dragon. » Il a souri. Il a dit « Ici, en hiver? » J'ai dit « Elle a fait des recherches. Elle pense que c'est possible avec une serre. » On a passé la soirée sans incident. Trop de nourriture, comme toujours. Les enfants ont joué dehors jusqu'au froid. À 22 heures, Camille était revenue à l'intérieur et s'était installée dans un coin avec son carnet de dessin, comme si la fête continuait autour d'elle sans qu'elle en soit absente pour autant. Vers 23h45, Bernard est venu s'asseoir à côté de moi sur le canapé. On a regardé Camille qui dessinait. Il a dit, à la présentation sur les pieuvres, elle était la seule à avoir des vrais chiffres. J'ai dit, elle avait passé 1 semaine à tout vérifier. Il a dit, elle a demandé à chaque enfant de la classe s'ils avaient déjà vu une pieuvre. 60% d'entre eux avaient dit non. Elle a dit que c'était dommage. Il a ri doucement. J'ai ri aussi. Il y a eu un silence confortable. Puis il a dit, l'année dernière, tu étais à Tenerife. J'ai dit, oui. Il a dit, c'était la bonne décision. Pas une question, une constatation. J'ai dit, oui. Il a hoché la tête. Il a dit, tu nous as fait comprendre quelque chose sans le dire avec des mots.
À minuit, on est sortis dans le jardin. Les enfants regardèrent le ciel. Camille était à côté de moi. Bernard était à quelques mètres. Il m'a regardé. Je n'ai rien dit. Mais pour la première fois depuis 11 ans, on était là ensemble sans que personne n'ait à se justifier. La nouvelle année a commencé comme ça, avec des enfants qui riaient, avec une photo que Camille a prise elle-même, Bernard tenant son téléphone et regardant vers le haut, bouche ouverte, cherchant les étoiles. Elle me l'a montré le lendemain matin. Elle a dit « Il ne savait pas que je l'ai pris ». J'ai regardé la photo. J'ai dit « C'est une belle photo ». Elle a dit « Il était vraiment là. Oui, il était vraiment là. Voilà. Si vous êtes encore là, merci. » Cette histoire m'a appris plusieurs choses que je veux vous laisser. La première, c'est que le silence n'est pas de la faiblesse. Pendant des années, je n'ai pas parlé de ce que je construisais. Pas par honte. Par choix. Parce que ce que vous construisez en silence vous appartient entièrement, sans que personne ne puisse y mettre un avis, une comparaison ou une condition. Quand les résultats sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Et personne ne peut vous enlever ce que vous avez bâti sans aide. La deuxième, c'est que les enfants remarquent tout. Tout. Camille avait 6 ans quand elle m'a demandé si on n'était pas invité parce qu'il n'y avait pas assez de place. Elle avait compris avant que je lui dise quoi que ce soit. Nos enfants absorbent le traitement qu'on leur réserve, et ils en font une idée d'eux-mêmes. Ce qu'on laisse passer, on leur apprend à l'accepter. La troisième, c'est que le pardon est possible sans naïveté. On peut pardonner ce qui s'est passé et poser des conditions claires pour ce qui vient. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Bernard est venu un mercredi après-midi avec des mots qu'il n'avait jamais dit. Je lui ai dit oui, je pardonne. Et j'ai dit aussi, voilà ce qui doit changer. Les deux ensemble. Pas l'un sans l'autre. La quatrième, c'est que le favoritisme dans une famille fait des dégâts partout. Pas seulement chez l'enfant sacrifié. Chez l'enfant favorisé aussi. Isabelle et Thomas n'ont jamais appris à se construire vraiment seuls. Ils avaient toujours un filet sous eux, jusqu'au jour où le filet n'était plus là. Et là, ils n'avaient pas les réflexes qu'on développe seulement quand on sait qu'on ne peut compter que sur soi. Et la dernière chose que je veux vous laisser, c'est celle-ci. Il ne vous faut pas l'approbation de votre famille pour prendre les meilleures décisions pour vous et pour vos enfants. L'approbation, vous la gagnerez peut-être. Ou pas. Mais vos enfants ont besoin que vous agissiez maintenant, avec ce que vous avez, dans la direction qui est juste. Pas après que la famille est validée. Maintenant, Camille a 7 ans et demi aujourd'hui. Elle a un projet de serre pour le printemps. Elle sait que les pieuvres ont 3 cœurs. Elle prend des photos que je n'aurais pas pensé à prendre. Et elle sait, je crois, même si on n'en a jamais parlé directement, qu'on a construit quelque chose ensemble, elle et moi, quelque chose de solide, quelque chose à nous, que personne ne peut ni effacer, ni nous retirer. C'est ça que je voulais vous raconter. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de similaire dans votre famille? Un traitement différent, des invitations qui ne venaient jamais, des décisions prises sans vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous auriez voulu faire différemment? Écrivez-le dans les commentaires. Ces témoignages comptent. Ils comptent vraiment. Et si cette histoire vous a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que vous aviez du mal à nommer, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, entendre qu'une autre personne a traversé la même chose et s'en est sortie, ça change quelque chose. Prenez soin de vous. Et prenez soin de ceux qui comptent sur vous. À bientôt. Note, cette histoire est fictive et a été créée à des fins narratives et éducatives. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles serait purement fortuite.